aujourd'hui sur la chaîne Béranger Seguin, qui est pas tout à fait étranger à la chaîne. Il apparaît pour la première fois, mais il est déjà apparu sous la forme d'exercices qu'il m'a inspiré. Bon, de toute façon, on ne pouvait pas ne pas se rencontrer avec Béranger. On aime les mêmes mathématiques. On aime aussi les mêmes musiques parce que récemment, je l'ai entendu jouer Young and Fine sur son piano. C'était magnifique, ça m'a touché au plus profond de moi-même. Et bon, en plus, il commence à monter une chaîne vidéo. Voilà tout ça qui nous rassemble. Et bon, at last but not least, la cohomologie nous rassemble aussi. Et il propose d'ouvrir un petit volet sur les suites exactes, les cocycles, les cobords, les H2, et en fait les extensions, comment elles peuvent être algébriquement contrôlées. Donc, je lui donne la parole et dis-nous, raconte-nous tout ça, Béranger. Merci pour l'invitation. Effectivement, je vais parler de cohomologie des groupes. Donc alors ça a toujours l'air de la sorcellerie c'est pour ça que je vous reçois en direct de la Black Lodge. Mais alors le but c'est un peu de démystifier tout ça et de faire de la cohomologie. Alors on va d'abord voir ça tranquillement de la façon normale en introduisant les cobords et en voyant le rapport avec les extensions. Puis ensuite je vais faire une petite section qui j'ai appelée en blaguant cohomologie sans cohomologie. Et le but c'est de voir des incarnations purement en théorie des groupes de choses qui sont complètement classiques en termes de cohomologie pour voir qu'on peut retrouver ces résultats sans écrire de cocycle. Alors, ce sera plus clair quand on le fera. Wow. Je vais tout de suite commencer par faire quelques rappels sur les suites exactes courtes. Philippe avait déjà fait des rappels là-dessus sur sa chaîne. Ouais, tout à fait. Mais Alors là, ce serait bien au montage, on le ferait en mode Black Lodge, tu sais, avec les paroles inversées, double reverse, là. Ce serait génial, ça. ouais, alors je peux essayer de dire suite exacte courte à l'envers, mais on va continuer. Ok, allez, Bon, allez, soyons sérieux. Ok. très bien. Alors, on va d'abord redéfinir une suite exacte courte. Bon, on pourrait définir les suites exactes en général, c'est pas beaucoup plus compliqué, mais il se trouve que les suites exactes courtes, c'est un peu le prototype et c'est le cas particulier qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, une suite exacte courte, ça s'écrit toujours sous la forme d'une suite de trois groupes qu'on va appeler, je vais les appeler N, G et Q ici, pour des raisons que je ne détaille pas immédiatement. Et en fait, c'est pas juste les groupes, bien sûr. Donc, chacune des flèches correspond à un morphisme de groupe. Donc, il y a un morphisme de groupe. Bon, de 1 dans N, il y en a un seul. De Q dans 1, il y en a un seul. Mais il y a surtout la donnée de deux morphismes de groupe, l'un de N dans G, l'autre de G dans Q. Donc, je vais leur donner des noms. Je vais les appeler I et Pi. Et on demande la chose suivante. Donc, la première condition, c'est que on ait ce qu'on appelle un complexe de chaîne. Donc, il faut que pi rond I, qui du coup est un morphisme de n dans Q, eh bien, ce soit le morphisme trivial. Donc, il faut que quand je suis deux flèches de suite, eh bien, en fait, tout s'annule. Donc, en fait, si on réfléchit un tout petit peu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'image de I est incluse dans le noyau de pi. Simplement ça de dire que pi rond I est le morphisme trivial. En fait, on demande plus que ça. Donc là, on a une inclusion. Donc c'est la forme la plus faible. En fait, on dit que la suite est exacte. Donc, il y a l'exactitude. C'est qu'en fait, l'inclusion qui est au-dessus doit être une égalité. Donc l'image de I doit être exactement le noyau de pi. Donc là, ce qu'on dit, c'est que si j'ai un élément de G et que quand je regarde son image dans Q, elle est triviale, alors en fait, cet élément est dans l'image de I. Et en fait, je ne demande pas juste l'exactitude au niveau de I et de pi, je le demande aussi au niveau des morphismes depuis 1 et vers 1, donc celui qui est là et celui qui est là. Et en fait, je ne fais pas les détails, mais si vous y réfléchissez, vous vous rendez compte que ça veut simplement dire que ce morphisme, pardon, pas celui-ci, que ce morphisme à gauche, c'est une injection, I est une injection, et que ce morphisme à droite, pi, c'est une surjection. Donc l'exactitude au niveau de n et de q dit que I est une injection. Et en fait, souvent, on verra n comme plutôt un sous-groupe de G, mais c'est assez important
de pas forcément penser comme ça pour des raisons qui seront plus claires plus tard. Et pi est une surjection, et en fait, souvent, on le voit comme une projection. Oups. Et si vous y réfléchissez, le fait que le noyau de pi, ce soit exactement l'image de i, donc en quelque sorte, c'est n, au sens où, si on le voit comme un sous-groupe, c'est vraiment juste n, bah ça veut dire que q, c'est le quotient de g par n. Et que n, c'est le noyau de la surjection de G dans Q. D'où N comme noyau, Q comme quotient. D'accord. C'est pour ça que j'ai choisi ces lettres-là. Ça, c'est les rappels simplement sur les suites exactes courtes en général. Et en fait, dans cette situation, on dit que G est une extension, non pas du domaine de la lutte, mais de Q par N. Donc, c'est une extension du quotient par le noyau. Ça veut dire qu'en quelque sorte, vous avez deux groupes, Q et N. Vous voulez en faire un groupe plus gros, dont la taille, ça va être le produit des tailles de Q et de N. Donc, un exemple simple, ce serait le produit direct, qui donne un ensemble de suites exactes courtes. Mais en fait, il y a plein de façons d'assembler ces deux groupes pour en faire un groupe plus gros, et on appelle toutes ces choses-là des extensions. Et en quelque sorte, une extension, donc vous avez les deux morceaux, Q et N, et il faut en plus des morceaux le plan d'assemblage. Donc, c'est souvent quand on utilise des suites exactes courtes pour déduire des choses sur G, on parle de raisonnement par dévissage. Donc, il faut presque imaginer qu'on a un meuble. Et si je sais que toutes les planches de bois du meuble sont rouges, bah, je vais pouvoir prouver que le plan est rouge. On appelle pour ça un argument par dévissage. Mais bon, il ne suffit pas d'avoir des planches pour avoir le meuble, il faut aussi avoir le plan de montage. Cette Ouais. métaphore vaut ce qu'elle vaut, je ne sais pas ce que tu en Alors penses. moi, j'ai une autre métaphore. C'est parce que j'ai appris à faire de la plongée en Martinique. Et après, quand je voyais les gens qui faisaient de la plongée dans, tu vois, je sais pas moi, en Écosse, là où il fait froid, là où il faut des combinaisons de 5 cm, eh bien, je sentais que je pouvais pas, quoi, c'était terminé. Or, nos étudiants, bah, finalement, ils sont trop habitués aux espaces vectoriels où finalement les extensions, elles sont toujours triviales. Donc c'est comme s'ils faisaient de la plongée en Martinique, et puis à un moment, on leur dit, ah oui, mais parce que, bon, finalement, si on remet ton histoire de suite exacte courte dans le cadre des espaces vectoriels, bah, tout se trivialise et G, c'est juste N plus Q, quoi. G, c'est un espace vectoriel et moralement, c'est N plus Q. Et là, tout d'un coup, on doit mettre en place, rien que pour dire Q égale G sur N, on doit mettre en place tout un vocabulaire, toute une histoire, des histoires d'extension, de suite exacte, etc. Mais en même temps, si on veut voir du beau paysage, c'est là que ça se passe. Et oui, et c'est particulièrement intéressant ce que tu dis de dire qu'en fait c'est un peu une façon plus sophistiquée de faire ce dont on a l'habitude avec les espaces vectoriels, où ça va toujours être le produit ou la somme. Ben, c'est parce que en fait tout ce qui va suivre, c'est-à-dire bon déjà dans le cas des produits semi-directs c'est connu, ce qui mesure en gros le cas par défaut c'est le produit direct, le produit semi-direct on rajoute une différence qui est donnée par cette action, et là on va voir une autre façon de mesurer l'écart qu'il y a entre nous et un produit direct qui va être ce fameux cosique. Donc, pour démystifier ça, la façon de le dire c'est de dire ça mesure à quel point la loi de groupe, quand je l'écris, il y a une perturbation, quoi. Il y a quelque chose qui la Mhm. déforme. On va voir ça, on a le temps. Donc ici, on a défini ce que c'était des extensions. Et quelque chose d'important aussi, c'est de définir les morphismes entre extensions, c'est intéressant. Bon, les isomorphismes d'extension, c'est la chose la plus intéressante. Donc si j'ai deux extensions, donc quand j'ai deux extensions, ça veut dire que non seulement j'ai deux groupes G1, G2, donc deux extensions toujours de Q par N. Q et N ici vont être fixés. Donc les deux s'écrivent comme ça. Attends, c'est Q à droite, il me Oui, semble. oui, oui, bien sûr. Il faut juste que je trouve la gomme. Je n'ai pas trouvé la gomme. Du coup, je fais undo. Pénible. Hop, voilà. Alors, Donc tu as dit que si le j'ai Q, deux c'était le quotient. extensions de Q par N, donc j'ai pas juste deux groupes qui vivent dans l'abstrait, hein, ils sont toujours donnés, comme je l'ai dit précédemment, et c'est assez important, avec un plongement de N dans G1, que j'appelle I1, une surjection de G1 dans Q, que j'appelle Pi1, et de même un plongement de N dans G2, que j'appelle I2, et
et une survection de G2 dans Q que j'appelle pi2. Et alors, ce que j'appelle un isomorphisme d'extension, c'est pas simplement un isomorphisme entre G1 et G2. Je demande de plus que cet isomorphisme soit compatible avec tous les morphismes qui sont visibles ici. Donc, c'est entre autres un isomorphisme de groupe. Donc, c'est un isomorphisme, je ne sais pas, pour le grand phi, de G1 dans G2. Mhm. Et je demande que, donc, quand j'ai un élément de G1, je peux l'envoyer dans G2 en passant par phi, puis dans Q en utilisant pi2. Pi2, ce n'est pas un pape, hein, c'est la projection de G2 dans Q. Et j'ai une autre façon d'aller de G1 dans Q, c'est en utilisant pi1. Mhm. Et de la même façon, N, il peut se plonger dans G2 de deux façons, soit en utilisant directement I2, soit en le plongeant d'abord dans G1, puis en utilisant cet isomorphisme de G1 dans G2. Donc j'ai cette structure additionnelle qui fait que les extensions, c'est pas juste des groupes. C'est pas parce que, par exemple, si je sais que deux Mhm. groupes sont les mêmes en tant que groupe et que c'est tous les Mhm. deux des extensions de Q par N, ça ne me dit pas que c'est la même extension et ça va être assez important parce que plus tard, on va classifier les extensions à isomorphisme près. Et c'est une notion un peu plus subtile que de classifier toutes les extensions à isomorphisme de groupe près. Il y a une Ouais, ouais. petite nuance Entre ici. parenthèses, entre parenthèses, j'ai l'impression que si tu imposes, tu n'as pas besoin d'imposer que c'est un isomorphisme. Si tu imposes que c'est un morphisme, alors il sera automatiquement iso parce qu'il est crucifié, quoi. Il est cloué à N, il est cloué à Q, donc il va être iso, il me semble, hein. Ouais, ouais. C'est simplement, on peut faire des morphismes de complexes de chaîne. Enfin, mais je suis Voilà. d'accord. Je suis Mhm. d'accord. C'est un peu comme dans le cas des corps, où les morphismes sont très contraints. Exactement. Ouais. Et donc voilà, on a défini la notion d'isomorphisme. Et je vais immédiatement donner un premier exemple de comment produire des extensions non isomorphes avec des groupes isomorphes. Donc ici, je vais supposer que N est un groupe abélien, et en fait, ça va être le cas dans toute la suite de l'exposé, je pense. Et alors, si j'ai une extension comme ça, donc j'ai N, G, Q, avec mes morphismes I et pi, eh ben, j'ai une autre façon de plonger N dans G. Donc je vais obtenir une extension que je vais appeler moins G, je pense. Je vais l'appeler moins G. On va l'appeler moins G. Et elle va se définir de la même façon. Donc il y a Q et il y a N. Donc ça va être aussi une extension de Q par N. Elle va avoir la même projection ici. Simplement, le plongement de N, je vais le voir à l'envers. Donc, à la place de mettre I ici, je vais mettre l'inverse de I. Et alors, si on veut, c'est I composé par l'automorphisme de Mhm. N qui est l'opposé. Et c'est ici qu'il faut que N soit abélien, parce que sinon, prendre l'inverse dans un groupe, en général, ça ne respecte pas la structure de groupe, mais dans le cas des groupes abéliens, c'est le cas. Et donc là, on se rend compte qu'on a deux extensions qui sont manifestement le même groupe. Moins G, c'est G en tant que groupe, mais en tant qu'extension, je dis qu'il s'agit du même groupe dans lequel N est plongé à l'envers. Et en Mhm. fait, il se trouve que ce n'est pas la même extension et on aura plus tard une façon plus concrète de le voir. Donc G et moins G sont le même groupe, mais pas nécessairement la même extension. Pas Il n'y a pas toujours. forcément un isomorphisme d'extension. Mhm. Bah, tout simplement parce que si tu écris l'isomorphisme évident qui serait l'identité, Oui, bah, tu te oui. rends compte que tu as un Ben, problème. ça va pas C'est marcher. que Ouais. je te dis que les deux façons de plonger n doivent être égales. Or, elles ne sont pas égales, elles sont inverses. Oui, oui. Et Donc, bien sûr, il y a des si, situations ouais, où, si G est non abélien, ouais, il y a un si problème. par exemple Q est trivial et si Q est trivial, Oui, oui. alors G égale n, et dans ce cas-là, Ouais, tu peux ouais. prendre comme morphisme entre G et G l'inverse aussi. Mhm. Et dans ce cas-là, tu as bien des extensions isomorphes. Si, si, Dans ce cas-là, si G est abélien, oui, parce que N est abélien. oui, D'accord. si Q est trivial, G est Oui, abélien oui. Mhm. automatiquement, D'accord. Mhm. mais pas toujours la même extension. Ok. Et en fait,
Donc voilà, je pense que c'est un petit exemple important. Euh, Maintenant, la remarque suivante que je vais faire, c'est bon, voilà, là on est en Irlande et on va essayer quelque temps de revenir en Martinique. Du coup, on va essayer de voir ce qu'on peut dire déjà. Donc, actuellement, je vais simplement fixer une extension et essayer de voir ce qui nous rapproche du cas du produit semi-direct. Bon, on a dit que G flèche Q était une surjection et pour les personnes civilisées qui vivent avec l'axiome du choix, une telle surjection admet toujours une section ensembliste. Donc, ce que j'appelle une section Ensemble. ensembliste, c'est une Mhm. application. Donc, Mhm. il existe une section ensembliste et je vais essayer d'être strict avec ça. Donc, je dirais section ensembliste quand je parle d'une section qui est Oui, simplement oui, une application. Je lui demande aucune propriété de morphisme. Et sinon, je pense que je dirais section morphique. Je ne sais pas oui, si oui. tu utilises. C'est joli, ouais, ouais, Il existe une c'est bien. section ensembliste Je laisse S toujours de G dans l'ambiguïté, Q, moi. tout simplement parce que, pas de G Ça dans va Q, de cul dans G. voilà, de Q dans G. Et voilà. Donc, ce que veut dire section ici, ça veut dire que ça prend un élément de Q, ça lui associe un antécédent. Donc, c'est que Mhm. un antécédent, c'est que ensuite, quand je réapplique Q, pi, ça donne l'identité. Donc, pi rond S, ça doit être l'identité de Q. Un inverse à droite. Voilà, c'est une autre façon de le dire. Et à l'aide de laquelle je peux, en gros, définir une bijection. Je peux pas, en gros, je peux pour de vrai définir une bijection de G avec le produit cartésien de Q et de N. Donc, Mhm. d'où une bijection de G et de N croix Q. Comment fonctionne cette bijection? Donc, si j'ai un élément G de G, bon, le truc facile, c'est la deuxième coordonnée. Je veux un élément de Q, bah, je vais tout simplement prendre pi de G. Et maintenant, qu'est-ce que je Et prends tu veux comme dire élément de S N? de pi de G, peut-être? Alors, S de pi de G, c'est un élément de G. Ah oui, oui, parce que tu fais N croix Q, bien sûr. Non, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je Comme veux tu que partais c'est un d'une élément de section N. Alors, ensembliste. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. alors qu'est-ce que je prends comme élément de N? Eh ben, il va falloir faire G et puis S de pi de G moins un truc comme ça, quoi. C'est ça. Et donc, là, c'est une première occasion de prendre le temps de réfléchir à mais pourquoi c'est dans N? Bah, comme on l'a dit, la suite est exacte. Pour vérifier qu'un truc est dans N, il suffit de vérifier que son image dans le Q, c'est trivial. Or, l'image dans le Q de ce truc-là, c'est pi de G. Et ensuite, c'est Oui, pi de S de pi de G moins un. Sauf que pi de S, c'est l'identité, donc j'ai juste pi de G moins un. Donc en tout, j'ai pi de G moins un. Et donc, c'est bien trivial en image dans le Q. ça roule. Ça appartient à N par exactitude. Mhm. Je ne sais pas si j'aurais dû écrire le calcul. Non, non. Bon, ça va très bien. Ça appartient à N par exactitude. Et puis dans l'autre sens, euh, euh, donc si j'ai un élément N de N, un élément Q de Q, vers quoi je les emmène? Eh ben, N, S de Q, ça, puisque, voilà. Bon, on peut Mhm. vérifier. N, S de Q, S de, euh, S de Q moins un, ça fait bien N. Et Voilà, donc, ça roule. c'est tout bon. Donc là, on a bien une bonne bijection. Et donc, à partir de maintenant, on va écrire les éléments de G de cette façon-là. Donc là, on retrouve un peu ce que tu avais fait avec les nombres à deux chiffres, où Mhm. je les écris comme une paire de nombres à un chiffre. Et on Mhm. voit qu'il y a un problème. Donc le deuxième chiffre, tout se passe bien. Et le premier chiffre, il a de temps en temps une pollution qui vient du truc à droite. Ouais, Et ouais. donc c'est ça qu'on va essayer La de retenue. corriger. Voilà. Donc c'est la retenue, mais du coup, on va voir qu'il Extension du y a domaine des de la retenue. retenues. Voilà, c'est ça. Des retenues généralisées. Voilà. Donc on notera Q, n virgule Q, l'élément Mhm. ns de Q, Qui est danger. voilà, qui est danger. Euh,
Et puis, une nouvelle chose que je veux mentionner, donc on va repartir de cette même situation, j'ai une suite exacte, courte, et je dis que j'ai une action. Ok. Cette fois, ouais, ok. Je vais supposer un abélien, et je vais définir une action de Q sur N. Alors, je crois que tu l'as fait aussi dans une vidéo, donc Oui, oui, oui. pas perdre trop de temps. Q agit sur N de la façon suivante. Donc, si j'ai un élément de Q, donc si j'ai Q dans Q, eh bien, je définis Q.N comme étant Q tilde N Q tilde moins 1, où Q tilde dans G est un antécédent quelconque de Q. Donc j'aurais pu mettre S de Q, mais du coup, ça C'est aurait un été une S de définition Q d'un pour ensemble. un S quelconque, c'est ça que tu veux dire. Voilà, c'est ça. Et ça dépend pas, il va falloir montrer que c'est bien Et défini. pourquoi ça ne dépend pas? Eh bien, parce que si j'ai deux Q tilde comme ça, eh bien, je peux l'écrire. Si j'ai un autre Q tilde, donc on va lui mettre deux tildes, ça sera le Oui, deuxième, eh bien, il va s'écrire Q tilde fois quelque chose, une différence, mais vu que ça va être tous les deux des antécédents de Q, cette différence doit être dans N. Donc, je vais l'appeler petit delta. Petit delta va être dans N. Et alors, je remarque que quand effectivement je conjugue ça reste un N, delta de Q, quoi, hein. comment ça, un delta de Q? Il dépend de Q quand même. Il est pas Bah, enfin, tout une dépend de. fonction de Q Enfin, quand même. il dépend de. Je Oui, peux oui, de mettre toute un façon, ça delta va rien arbitraire. changer à la fin. Voilà. Eh bien, ça va faire Q tilde delta N, delta moins 1, Q tilde moins 1. Et en Oui, fait, oui. ça, ça va être N. Pourquoi? Parce que N est abélien. Et ouais. Et donc là, on remarque autre chose, c'est que si N n'est pas abélien, on peut quand même faire quelque chose. On peut définir ce qu'on appelle une action extérieure. Donc, au lieu d'avoir un morphisme de Q dans les automorphismes de N, j'obtiens un morphisme de Q dans les automorphismes de N, modulo les automorphismes intérieurs, c'est-à-dire ceux de la forme delta N, delta moins Ah, d'accord. Ah ouais, ouais. 1. Et oui, Ah ouais, on récupère. On arrive toujours à récupérer des miettes hein, quand ça marche plus. et oui. C'est sympa ça. Mais le cas N pas abélien est sensiblement différent et Ah on oui, peut oui, écrire une je thèse me doute que là-dessus. ça Il y a doit un être dramatique là. il y a Ouais. Giraud qui a écrit un livre qui s'appelle enfin, sa thèse Cohomologie non abélienne, Ouais, et ouais. c'est tout un monde. Bah, Donc le cas N abélien va largement nous suffire aujourd'hui. Donc j'ai cette déjà vu ça action-là, elle dans la est. cohomologie de Galois, là, quand c'est non abélien, c'est Ouais, ouais, drastiquement bah, tout à l'heure, différent. on va faire l'application de transgression. Techniquement, je vais faire un peu de Cool, cohomologie non abélienne, mais on ne le dira pas. cool. Je disais, bon, là, on a obtenu une action de Q sur N. C'est le premier truc qu'on avait vu tout à l'heure. La première distance qu'on peut avoir au produit direct, c'est d'avoir une action du quotient sur le noyau. Et dans ce cas-là, on n'a pas le produit direct, on a le produit semi-direct comme candidat par défaut. Mhm. Et donc là, on a en quelque sorte mesuré une première différence au cas du produit direct, qui est cette action du quotient sur le noyau. Et donc, on va en voir une seconde ensuite. Et donc, on vient de voir qu'il y avait une action du quotient sur le noyau. Peut-être qu'une première remarque que je peux faire, c'est que l'action de Q sur N est triviale si et seulement si quoi, bah, cette action, c'est finalement l'action de conjugaison. Donc, Ouais, ouais. c'est si et Donc c'est seulement une si, action par automorphisme, hein, on fixe une action par automorphisme. voilà. Oui, oui, Donc, d'accord. on a, si on veut, un morphisme de Q dans les Oui, oui. automorphismes de N, Mhm. C'est qui est ça. obtenu par cette conjugaison d'Angers. Mhm. Et donc, elle est triviale si et seulement si bah, la conjugaison d'Angers agit trivialement sur N. Donc, ça veut dire que N est dans le centre de G. Donc, si et seulement si N est dans le centre de G, ce que je note comme ça, on parle alors d'extension centrale. Mhm. Bah oui. Et donc, G ces est extensions engendré centrales, finalement par l'image de Q et par N, quoi. Mhm. Par des antécédents de Q et N. Donc, oui, tout à fait. ouais.
Et donc, les extensions centrales, c'est un peu l'exemple le plus simple, mais du coup, on va considérer le cas général. Donc, dans la suite, on va raisonner pour une action fixée. Donc, on fixe une action de Q sur N. Donc, ça, si on veut, c'est un morphisme de groupe de Q dans les automorphismes de N. Mhm. Donc, si on veut, on peut prendre le morphisme trivial, auquel cas, on est en train de paramétrer les extensions centrales. Et donc, notre but, ça va être de paramétrer les extensions qui ont cette action. Alors, D'accord? Donc, petite incursion, je pense par exemple à Z sur 2Z qui s'injecte dans le groupe des quaternions mhm. par le centre, parce que le Ouais. centre du groupe des quaternions, c'est identité moins identité. Et quand on quotiente Q, ça va être Z sur 2Z croix Z sur 2Z. Et on retrouve une extension centrale, comme quoi on peut avoir des trucs non triviaux, hautement non triviaux, à partir de Z sur 2Z pour N et Z de Z carré pour Q. Ouais, ou D4. Ou même des 4, oui, oui. Et... et donc, l'idée, notre but, ça va être de décrire la loi de groupe d'une extension donnée, G, qu'on a euh, vu comme le produit du noyau par le quotient en tant qu'ensemble. Mhm. Donc, on a vu précédemment qu'ensemblistement, on a une bijection entre G et N croix Q. Et on veut décrire la loi de groupe de ce groupe, donc en termes de ces deux coordonnées et en termes de cette action. Donc, le but, c'est d'obtenir une formule du type j'ai N1Q1, Mhm. N2Q2, Mhm. c'est égal à N3Q3, mais que sont N3 et Q3? Ah, Q3, ça devrait pas être difficile. Voilà. Donc là, il y a une coordonnée où on sait directement ce qui se passe. C'est que, Ouais. en fait, l'application de G dans Q, c'est un bon morphisme, et tout va bien. Et du coup, bah, on sait déjà que Q3, ça va être Q1, Q2. Mhm. De ce point de vue-là, il n'y a pas de doute. La vraie question compliquée, c'est pour N3. Donc, donc on essaie d'écrire ça. On avait tout à l'heure défini en termes d'une section ensembliste, on avait choisi ce que voulait dire ce crochet. Donc, je vous rappelle, c'est dans cette bijection de G avec N croix Q. Donc, quand j'écris crochet N1 Q1, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est N1 S de Q1. D'accord? Donc, je dis Mhm. N1 S de Q1, N2 S de Q2 doit être égal à N3 S de Q3, et puis Q3, on a déjà dit que c'était Q1, Q2. Voilà. Donc là, si on veut, j'ai ma définition de N3. Oui, il suffit de passer par pi des deux côtés pour voir tout de suite que Q1, que à droite, on a Q1, Q2, quoi. Oui, oui, bien sûr. Et donc, on obtient une définition de N3, donc, Mhm. qui va être notre point de départ, puisque du coup, N3, c'est N1 S de Q1, N2 S de Q2, et puis S de Q1, Q2, moins 1. Là, il faut faire une première observation, c'est que S de Q1, N2, c'est S de Q1, N2, S de Q1 moins 1, Oui, oui. fois S de Q1. Or, S de Q1, N2, S de Q1 moins 1, donc la conjugaison par S de Q1, qui est un antécédent de Q1, eh bien, c'est Q1 agissant sur N2, parce que je note Mhm. Q1 au point N2, et Qui donc, ne pour dépendait faire pas de ça, S. Mhm. S de Q1. Et oui. Et du coup, comme ça, je me retrouve avec, plus beaucoup de place, S1 Q1.N2 fois un truc, S de N1, Q1, S N1, de Q2. Q1.N2, ouais, fois voilà, qu'on peut voir comme ce dernier facteur de triple facteur, là, c'est l'obstruction à ce que S soit. Ah, Ouais, comment alors t'appelles ça? tu spoil un peu. Mais Ah ouais, déjà, le pardon. premier truc à observer, c'est que Euh, ce N1 Q1.N2,
On le connaît. Mhm. D'où le connaît-on? Ah ah, d'où on le connaît. Est-ce que c'est... bah, de toute façon, tu n'avais pas dit que l'action n'est pas triviale, hein, dans ta... Non, l'action n'est pas triviale, c'est ce Q1.2, mais ce Oui, N. Donc, si jamais j'avais pas le terme qui suit là, si oui, j'avais oui. N1 Q1.N2, eh bien en fait, Donc, c'est dans la ça va être lui, notre définition de N3. ce serait notre N3 si on avait la loi du produit semi-direct. Voilà, c'est Donc ça. ça, c'est la loi du produit semi-direct Oui, 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 oui. C'est qui le est produit ici. Et semi-direct. ici, j'ai en quelque sorte, tu utilisais un terme qui mesure la différence avec le fait que S soit un morphisme, je vais le redire, mais du coup, ce truc-là mesure la différence avec le produit semi-direct aussi. Oui, oui. Ah oui, 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 joli, Et du coup, joli. on va retrouver instantanément que tu as une section qui est un morphisme si et seulement si tu as le produit semi-direct. Mais ne nous emportons pas. Donc, on va le côté loi du produit semi-direct, c'est clean, il n'y a rien à dire. Autre chose que je fais remarquer tout de suite, c'est que ce S de Q1, S de Q2, S de Q1, Q2 moins 1, il ne dépend pas des N, il ne dépend pas de N1, de N2, il dépend que de Q1, Q2. Donc je vais le définir instantanément comme une application que Mhm. je vais appeler Z, de Q2 dans, pour le moment je n'écris rien, qui prend ce Q1, ce Q2, et qui associe S de Q1, S de Q2, S de Q1, Q2 moins 1. Donc, je n'ai pas dit dans quoi on arrivait, parce que c'est ce qu'on va vérifier maintenant. Donc, il se trouve qu'on arrive dans N. Donc, comment on vérifie ça? Une fois de plus, par exactitude. Il suffit de vérifier que quand j'applique pi, eh bien, j'arrive à l'élément trivial de Q, à l'élément neutre de Q. Oui, oui, oui. Et donc, quand j'applique pi, donc pi de ce machin-là, ça va être pi de S à chaque fois, c'est Oui, l'identité. Donc, oui. c'est Ça va être Q1, Q1, Q2, Q2 et et puis Q1, Q1, Q2 Q2, moins puissance 1. moins 1. Ouais. Et donc, ça, c'est une application de Q2 dans N. Voilà, ce fameux Z qui, comme je disais, Z, comme tu l'as dit, Z mesure à quel point S n'est pas un morphisme, Oui, oui. C'est l'obstruction puisque, à être un morphisme. puisque si S est un morphisme, S de Q1, Q2, c'est S de Q1, S de Q2. Et Mais donc, dans donc, ce cas-là, tu ne l'as pas appelé Z indice S parce qu'il ne dépendait pas de la section. en fait, il dépend de la section. Je pourrais l'appeler Z On indice S. pourrait, d'accord, ok. Donc, il dépend. Voilà. Et donc, le truc qu'on a prouvé dans la slide précédente, c'est que donc N1, Q1 produit pardon, c'était N1Q1 produit avec N2Q2. Donc on avait dit que c'était ce N3Q1Q2, où N3 du coup c'était Oui, oui. N1Q1 agissant sur N2. Et alors, Mhm. c'est désagréable, mais il faut le faire un moment. N étant abélien, à partir de maintenant, je vais le noter additivement. Additivement, ouais. De toute façon, on ne peut C'est un pas peu faire autrement. désagréable parce que Non, non, on ne on peut pas faire définit, autrement. on définit ZS avec, Ouais. avec des multiplications en G, mais vu qu'à la fin on Mm. a des éléments de N, bah, maintenant N est abélien, donc je vais le noter Ouais, additivement. on peut pas faire Et donc autrement. là, j'ai N1 plus, Plus. donc on a dit Q1 agissant sur N2. Mhm. Donc ça, c'est le côté produit semi-direct. Ouais. Puis maintenant, j'ai la différence avec le produit semi-direct qui va être donné, pardon, on n'arrive rien à lire là. Ouais. C'est un N plus Z de Q1, Q2. C'est un petit peu petit. On arrive à lire? Oui, 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 c'est bon. C'est un Z Et indice donc, S. ZS. Bon, pour moi, c'est un Z Et indice donc, S. Je préfère, ouais. on retrouve que ZS, donc on retrouve la chaîne d'équivalence assez intéressante, qui est que S est un morphisme, c'est-à-dire une section Oui, oui. morphique de la suite exacte, un scindement, si et seulement si ZS est égal à 1, si et seulement si En fait, cette zéro, quoi. bijection qu'on a... Si t'es en notation Oui, additive. exactement. Si et seulement si cette section, si et seulement si, pardon, cette bijection qu'on a construite entre G et N croix Q est un isomorphisme avec le produit semi-direct. Voilà. Donc, si et seulement si. Alors, j'ai envie de dire G est isomorphe au produit semi-direct, c'est pas vrai. C'est G est isomorphe au produit semi-direct via ce truc-là. Je vais dire
produit Donc, semi-direct associé à cette le action crochet de clichés. induit une bijection, induit, pardon, un isomorphisme Mhm. entre G et le produit semi-direct du coup de N par Q. Comme ça, dans ce sens-là. Je ne me suis pas trompé. Voilà, donc on a un rapport entre section morphique et produit semi-direct, donc un truc Mhm. très classique. Et là, on s'en rend compte de façon très concrète. Donc, il y a plusieurs choses à faire maintenant. Il y a en gros deux gros trucs à faire. D'abord, il y a de voir, d'abord, il y a l'aîné. Hop. Et D'abord, il y a ouais, la faut condition de commencer Cauchy. par le commencement. Eh oui. D'abord, il y a la condition de cocycle. Donc, il y a l'associativité d'Angers qui va nous donner quelque chose d'intéressant. Donc, on va simplement y aller sans se poser de questions. Donc, on va prendre trois éléments de G et on va les multiplier dans un sens et dans l'autre et voir ce qui nous arrive. Donc, je commence par Q1N1 multiplié par Q2N2 multiplié par Q3N3. Pardon, c'est Bon, dans alors l'autre j'annonce, hein, sens. c'est très courageux ce qu'il est en train de faire. Mais non, Dans un cours, je ne le fais jamais. Je dis aux étudiants, vous vérifiez que. je promets que je ne vais pas trop me perdre. Donc, là, qu'est-ce qui se passe? Déjà, sur le deuxième coefficient, on n'a pas de doute, ça va être Q1, Q2, Q3. Ouais. Et ici, je ne mets pas de parenthèse parce qu'on sait que de toute façon, dans Oui, Q, oui. c'est associatif. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe là. Donc, il faut commencer par N1 plus quoi? Plus Q1 agissant sur le N composite de ce truc-là. Mhm. Donc, ça va être Q1 agissant sur quel est le N de ce produit-là, de la parenthèse? Et ben, ça va être N2 plus Q2 agissant sur N3 Ouais. plus, et donc là, Z de Q2, C'était pas Q3. moins tout à l'heure? Quoi, moi? Euh, le Z, t'es sûr que c'était un plus? Tout à l'heure, on n'avait pas un Ouais. moins? Non, non, moi, Non, non, c'était un plus, je pardon. définis Z Ok, comme c'est étant ce bon. truc-là. Oui, oui, d'accord, d'accord. C'est plus. OK. Et donc là, on a écrit ça, et puis il reste encore à mettre plus Z de Q1 et du Q de la parenthèse. Et c'est quoi le Q de la parenthèse? C'est Q2, Q3. Je dis pas Q parce que c'est le truc qui est au bout. Ah, Alors, donc là, on en a un. Super. Il n'y a plus qu'à faire l'autre. Virgule. Hop, on le refait. Et bon, je vais écrire simplement comme ça, hein. On a compris. Donc, quand on fait le produit dans l'autre sens, bon, à droite, on va trouver le même truc. Q1, Q2, Q3, ça c'est bon, il n'y a pas de souci. Par ouais. contre, qu'est-ce qu'on trouve là? Donc, la parenthèse, ça va être celle qui contient N1 et N2. Donc, on va d'abord avoir son N à L. Quel est son N à Mhm. L? Bah, c'est N1 Ouais. plus Q1 N1 agissant plus sur N2 Q1 point N2 plus plus ZS de Z. Q1 et de Q2. Voilà. Voilà, donc ça, c'est le N de la parenthèse. Et maintenant, on va Plus le avoir un Q de Z la de, parenthèse qui est Z Q1, de Q2 Q1, Q2, virgule Q3. agissant sur N3, Ouais, ouais. plus ZS de le Q de la parenthèse Q1, Q2 et le Virgule Q Q3. du truc de droite. Ouais. Super. Bon, on en est venu à bout. Bon. Bon, Or, bravo. il faut, puisque G est associatif, que ces deux trucs soient égaux. Mhm. Donc, quelle information on en tire? Bon, je vais tout écrire et puis on va, vu que j'ai une gomme, on va effacer les trucs redondants. Donc, je commence par recopier les termes ici. Bon, ça, c'est une action. Mhm. Puisque c'est une action, je vais développer tout ce que je peux développer. Q1 agissant sur Q2 agissant sur N3, c'est Q1, Q2 agissant sur N3, d'accord? Z de Q1, Q2, Q3. Donc là, j'ai juste réécrit le premier. Eh bien, ça doit être égal au deuxième, qui est N1 plus Mhm. Q1 agissant sur N2. Donc là, on est un peu content. On remarque qu'il y a des trucs qui vont s'annuler. Plus Z, donc pardon, partout où il y a Z, c'est Oui, oui, ZS. oui. On a fixé une Plus section. ZS de Q1 et Q2.
plus Mhm. Q1, Q2 agissant sur N3. Donc, lui aussi, on l'a déjà vu. Donc, Mhm. si je veux, je commence à les barrer. Tout ça, on les barre. Et enfin, le dernier, ZS de De Q1, Q1, Q2, de Q3. Q3, donc. Bon. Et Ouais, puis, ouais. vu que j'ai une gomme, j'efface les termes C'est qui sont en pratique. trop. Et tu as ta Ça condition de fait cocycle. plaisir. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une condition que ZS doit satisfaire, condition qu'on n'arrive pas très bien à lire. Ça, bon, on dirait qu'il y a un moins. C'est un plus. Ouais, ouais. Voilà. Ça, c'est mieux. Hop, voilà. Bon, c'est pas hyper lisible, mais on arrive à peu près à lire. Donc, c'est Q1 agissant sur ZS de Q2 et Q3, plus ZS de Q1 et de Q2, Q3, doit être égal à ZS de Q1, Q2, plus ZS de Q1, Q2, Q3. Condition qu'on n'aura plus besoin d'écrire. Mhm. C'est bon, on l'a vu. Et on va l'appeler étoile. Voilà. Techniquement, c'est étoile associée à l'action, d'accord? Pour chaque action de Q sur N, j'obtiens une condition différente. Mais là, vu qu'on a une action fixée, j'appelle ça étoile. OK? Donc, ZS, c'est une Mhm. application de Q2 dans N qui vérifie étoile. Donc, je vais directement appeler l'ensemble Z2 de Q de N dans N. Ça va être l'ensemble des applications Z de Q2 dans N qui vérifie cette condition étoile. Mhm. Eh bien, ce que je sais, c'est que si j'ai une extension et une section, donc si j'ai une paire extension, section, ensembliste, eh bien, je sais lui associer un élément de Z2QN, à savoir ZS. OK? Et donc, on aimerait bien un truc un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire paramétrer les extensions avec ces éléments de Z2QN. Donc, déjà, c'est clair comment on fait ça. Enfin, Z2QN, si j'ai l'application Z, je peux définir une extension en Mhm. utilisant Z et en définissant une loi de groupe par cette formule qu'on a vue là, pardon, qu'on a vue là. N1Q1, N2Q2 égale N1 plus l'action de Q1 sur N plus N2 plus Z de Q1, Q2. D'accord? Ça définit une loi de groupe. Et ce qui fait que c'est un groupe, c'est en particulier cette loi étoile qui, en fait, en faisant exactement les mêmes calculs à l'envers, montre que le groupe est effectivement associatif. En fait, Ah, ouais. c'est l'unique C'est truc ça. qui est un peu pénible. Le problème, c'est que j'ai plusieurs manières de paramétrer la même extension actuellement parce qu'il y a cette dépendance dans la section. Oui, oui, Donc, c'est il y a un ça. truc qui reste à faire, qui est un tout petit peu pénible, et on va essayer de le faire bien et vite, Oui, c'est de oui. voir à quel point ça dépend de la section. Ouais. D'accord? Et après, on se lance dans les trucs fun. Et donc, pour mesurer à quel point cette application ZS dépend de S, bah, il faut considérer ce qui se passe si je remplace S par une autre section S'. Donc ça, si c'est une section ensembliste, et ça, c'est une autre. Eh bien, ce que je sais, c'est que les deux, c'est des sections de Mhm. Q, enfin de la surjection de G dans Q. Donc, forcément, la différence entre les deux, par exactitude, c'est-à-dire que S', S-1, donc S', ça doit être S fois quelque chose, que je vais appeler Mhm. epsilon. Ce epsilon doit être à valeur dans N. En Mhm. effet, je sais que deux trucs qui ont même projection dans Q, eh bien, Diffère d'un élément de n. diffèrent d'un élément de N. Donc Mhm. ça, ce epsilon, ça va être une application de G, pas de G, de Q dans N. De q dans n. Encore une fois, quoi. Tout à l'heure, c'était Ouais. de q croix q dans n pour z, et puis maintenant, epsilon, c'est juste de q dans n. Pardon, là j'ai mis S.epsilon, mais en fait, je vais plutôt faire epsilon S. Ça ne change rien vu que N est normal, bien sûr. Ah, ok. Oui. Et donc, maintenant, Donc, ce qui se passe, c'est que. mets une virgule entre s et s' à gauche, comme ça évitera. Voilà. Et donc, maintenant, ce qui se passe, c'est de comprendre quelle est la différence entre ZS, Mhm. le cocycle, puisque ça s'appelle comme ça, associé à S, et ZS', Voilà. de savoir qu'est-ce qu'ils ont en commun, Qu'est-ce qu'ils ont? tout Voilà. ça, Ouais. ou bien quelle est leur différence, ce qui est au Voilà. fond la Et même question. ça va nous donner les bords. Ouais, je pense que c'est un bon raccourci. Là, tu peux lancer peut-être le Oui. calcul, Donc, ben, justement, le résultat du calcul. et donc, ce qu'on trouve, je mets le calcul ici, c'est que Oui, si on oui. calcule Z de S', eh bien, c'est ZS plus un truc que je vais appeler delta de E epsilon comme ça, où ce truc-là, ça prend
c'est pareil, c'est une application de Q2 dans N qui prend Q1, Q2 et qui leur associe epsilon de Q1 plus Q1 agissant sur epsilon de Q2 moins epsilon de Q1, Q2. Hmm. Bon, j'omets les détails. Et donc, un tel truc de la forme d rond epsilon, où epsilon est une application de Q dans N. Donc, j'ai une application de Q dans N, j'en déduis une application de Q2 dans N. Donc, ça permet de gagner une variable. Et tu vois qu'en gros, bon, pour l'action triviale, ça mesure à quel point epsilon n'est pas un morphisme. Et quand l'action n'est pas triviale, c'est pas vraiment une histoire de morphisme, c'est plutôt une histoire de morphisme tordu par cette action. Voilà, c'est Ce ça. qu'on appelle parfois des cross-homomorphisms. Voilà, ouais, c'est ça. J'aime bien ce Ouais. mot. Et donc ça, c'est les trucs de cette forme, on appelle ça des cobord. Et c'est des cocycles. Oui, c'est des cocycles particuliers, donc on le voit en fait, les cobord, c'est exactement Parce les que c'est une différence, c'est cocycles, ZS' moins ZS. Donc, tu l'as dit voilà, tout c'est à des l'heure, hein, que cocycles qui correspondent Z2, à la c'est même pas le... extension Hmm. que l'extension nulle, que Hmm. pour le cas z égale 0. Et donc ça va correspondre à la même chose que quand on a en fait le produit semi-direct. Et donc j'avais défini Z2QN, donc, je rappelle, et donc il contient ce truc-là que Mhm. je vais l'appeler B2. B2 QN, qui va être du coup l'ensemble des d rond epsilon pour epsilon de Q dans N, Qui epsilon de sont Q dans juste N, des les parties, applications, hein, c'est juste des c'est des applications. applications, Mhm. zéro structure de morphisme. Donc Z2QN, donc, bon, je vais le redire, c'est l'ensemble des Z de Q2 dans N satisfaisant étoile. C'est un groupe abélien, d'accord? Quand on additionne deux applications qui satisfont étoile, elles satisfont étoile. Donc ça, c'est un sous-groupe, les d rond epsilon. Et le quotient, je vais le définir, H2QN, ça va être le quotient de Z2QN par B2QN. Et donc, c'est ça que je vais appeler le deuxième groupe de cohomologie. Je rappelle qu'il est associé implicitement à une action de Q sur N. Donc, on écrit ça Oui, H2QN, mais en fait, ça ne dépend pas que de Q et de N, ça dépend aussi de l'action de Q de sur N. l'action. En Il fait, faudrait presque mettre un point, Q, N, point. alors, ouais, c'est une façon de voir les choses. Une autre façon de voir les choses, c'est de dire que N n'est pas juste un groupe abélien. En fait, c'est Oui, un ZQ module. Et donc, en voilà. fait, donc, en fait, N vient avec son action de Q et c'est pour Oui, ça oui, tout à fait. qu'on Tu ne as raison. l'écrit pas. Et donc, le théorème principal, disons, dit que H2QN est en bijection avec les classes d'isomorphisme. Quand je dis isomorphisme, c'est bien isomorphisme d'extension. Mhm. D'extension de Q par N. Et il manque un truc, il manque quoi? Il manque l'action Ouais, pour l'action donnée. pour Pour l'action de... l'action. Et alors, bon, je donne quand même un élément de la démonstration, mais comme j'ai dit, on a tout vu. Donc, on a déjà vu comment, si j'ai une extension, j'obtiens un élément de H2. Donc, on avait vu comment construire ZS étant donné une section, mais là, on vient de voir que H2 a été construit de façon à ce qu'il soit indépendant de la section. D'accord? Si j'ai deux Oui, sections oui, différentes, bah oui. les Tout à ZS fait. diffèrent d'un cobord, et donc j'ai un élément Oui, de oui, H2 on qui est s'est canonique. affranchi de S, là, ouais, c'est bien. Voilà. Et pour construire dans l'autre sens, si j'ai un élément de H2, bah, je prends l'élément de Z2 qui correspond, et on a vu comment obtenir une loi de groupe avec simplement ce truc où j'avais écrit N1Q1, N2Q2, et bien c'est N1 plus N1 agissant, plus Q1 agissant sur N2, plus Z de Q1Q2, virgule Q1Q2. Donc j'avais écrit une formule, et cette formule permet de définir la flèche dans l'autre sens. Et de cette façon-là, on a deux applications inverses. Et C'est du chouette. coup, cette bijection. Donc ça, c'est, disons, le principal outil qui permet de classifier les extensions. Bien sûr, pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'en fait, on a des tas d'outils, nous les mathématiciens et mathématiciennes, pour calculer ce groupe H2 de Qn. Donc notamment, il y a des tas de suites exactes dans lesquelles ces groupes-là entrent en jeu. Et on va voir maintenant quelques petites sucreries liées Oui, oui, à ce qu'on vient de voir. très bien. Donc, I've been doing some research. In real life, there is no algebra. le premier truc que j'ai envie de faire remarquer, c'est que H2QN, c'est un groupe. Alors, mon stylo est super gros. C'est un groupe. Alors que le truc à droite, c'est pas évidemment un groupe.
D'accord? Les classes Mhm. d'isomorphisme, d'extension, Bah oui, projection. oui. Où est le groupe? J'ai deux extensions, je dois savoir produire une troisième extension, je dois savoir quel élément neutre, quel est l'inverse. Donc on va faire tout ça ensemble, on va voir, c'est assez rigolo. Donc essayer de reconstruire la loi de groupe en oubliant tout ce qu'on vient de faire. Donc là, tout ce qu'on vient de faire, c'est de dire en fait, on peut construire ce groupe H2 comme étant des applications blabla. En fait, je dis maintenant, mais en fait, on aurait pu définir H2 comme étant les classes d'isomorphisme d'extension. Et ensuite, on peut essayer, avec cette définition de H2, de prouver que c'est un groupe, trouver Oui, sa oui. loi, et puis même on va voir ensemble d'autres propriétés du H2. Excellent. Donc voilà. Quel est l'élément neutre? Bon, c'est pas un mystère, on se doute que du côté Oui, oui. application, ça correspond au cas ZS égale 0, qui correspond au cas du produit semi-direct. Je l'ai dit à un moment, on avait une triple équivalence là, une double équivalence, je ne sais pas comment tu appelles ça. Il y a une équivalence entre trois propositions. Et donc, on sait que l'élément neutre, ça doit être le produit semi-direct. Et oui, parce qu'on a fixé une action. Mhm. Donc forcément, il y a un produit semi-direct, quoi. C'est pas. Ouais. Et oui, donc en gros, on a vu que Z mesurait à quel point mon extension différait du produit semi-direct. Ouais, ouais. L'action dit déjà à quel point le produit semi-direct diffère du produit direct. Et ça, on le prend comme donnée. Et maintenant, on Mhm. voit comme truc par défaut le produit semi-direct. Et ce qui mesure la différence avec le produit semi-direct, c'est ce cocycle, ou la classe de cohomologie. Donc l'élément neutre, c'est le produit semi-direct. Quel va être l'inverse de G? Donc si Mhm. j'ai une extension G de Q par N, à ton avis, donc je vais renommer ces applications, c'est I l'injection de N dans Ah, G. bah ça va être le truc que tu avais dit au départ, là? Eh oui, ça va être ce fameux moins G. Ah, waouh, Donc excellent. c'est le même groupe, c'est le Oui, même oui, groupe, c'est le toujours, moins c'est le G, même ouais. groupe, avec la Mhm. même projection dans le Q. Par contre, N est plongé à l'envers. Oui, oui. Moins I, peut-être je devrais dire I moins 1, ou alors c'est I composé avec l'opposé. Bon, je Ah, vais dire moins. excellent. Et donc, on va voir, on va essayer de se rendre compte que c'est effectivement l'inverse, mais pour ça, il nous manque le troisième truc, qui est Ouais. le produit. Donc, c'est un peu plus compliqué. Ah oui, oui. Donc, j'ai deux extensions, G1 et G2 de Q par N, et je me demande comment on construit une troisième. Alors, suggère des trucs. Ouh! Euh, alors là, Donc, non, déjà, là, il y a un non, truc. non, vas-y, vas-y, vas-y. On va dire que le truc de base, c'est de se dire, bon, je prends le produit. Bon, on est d'accord qu'à la fin, on aura des trucs qui auront taille cardinale de cube fois cardinale de n. Donc, les Ouais, produits bien directs sont sûr. morts. Mais on va partir de ça comme base. Donc, Ouais, le ouais. produit direct, il y a un problème simple avec le produit direct, simple à voir, c'est que j'ai plein de morphismes naturels vers Q. Or, je veux qu'il y ait un truc évident qui aille dans Q. Parce que de G1 croix G2, par exemple, je pourrais projeter vers la première coordonnée, puis vers Q, ou vers la deuxième, puis vers Q, ou dans le cas où Q serait abélien, par exemple, projeter les deux, faire la somme. Enfin, Oui, oui. j'ai plein de façons de définir des flèches vers Q. Or, je veux qu'il y en ait une très naturelle. Donc, pour ça, une façon de faire qui est de Bah, de regarder ce qu'on multiplier. appelle un produit fibré Oui, oui, le de produit G1 fibré. et G2 sur Q. Ah ouais, Donc, souvenir, souvenir. au Bien lieu de sûr. simplement prendre les paires, Eh oui. un élément de G2, je demande à ce que ce soit des paires qui ont même image dans Q. Et comme ça, tous les trucs que j'avais proposés tout à l'heure, regarder la première coordonnée, puis projeter sur la première coordonnée, puis aller dans Q, ou projeter sur la deuxième, puis aller dans Q, et ben en fait, ça va être le même morphisme. Donc ça, Voilà. ensemble des paires Tu G1, rafraîchis mes souvenirs, là. Oui, oui, voilà, c'est ça. avec, donc on va dire que ça c'est pi1, ça c'est pi2, Mhm. pi1 de G1 Pi 1 de G1 égale égale pi2 de pi2, G2. pi 1, pi 2 de G2. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, c'est pas la fin de c'est pas la fin de l'histoire. Mhm. Parce que, bon, là, ok, j'ai fait en sorte, à la base, quand j'ai fait le produit direct, au lieu d'avoir une copie de Q, une copie de N, j'ai deux copies de Q, deux copies de N. Mhm. En prenant ce produit fibré, maintenant, j'ai réussi à résoudre la moitié du problème. Maintenant, j'ai une copie de Q. Par contre, j'ai toujours deux copies de N. Mhm. Donc, si on calcule le cardinal de ce que je viens d'écrire, c'est Q fois N carré et pas Q fois N. Donc, il y a toujours trop. Donc, il faut écrémer. Donc là, on a pris un sous-groupe du produit direct, d'accord? On a pris ce truc-là, et donc maintenant, on va prendre un quotient de ce truc-là. Mhm. Est-ce que tu vois le quotient qu'il faut prendre? Donc on veut que n se plonge d'une façon,
Or, dans ce que je viens d'écrire, n se plonge de deux façons, de façon très naturelle. Il se plonge, soit tu plonges dans G1 et tu mets 0 dans G2, par exemple, soit tu plonges dans Oui, G2 il et tu mets 0 faut, dans faut G1. quotienter par des images qui vont se retrouver, se recoller aussi. Eh oui. Et donc, en fait, il se trouve que le bon truc à faire, c'est de quotienter par ce que je vais appeler le plongement antidiagonal de n, Ouais, je vais ouais. l'appeler delta. Oui, pour que ça se recolle. Antidiagonal. Pourquoi antidiagonal? Bah, parce que ça va être l'ensemble des i, donc ça c'est I1, ça c'est I2, I1 du même N, ça va être l'ensemble des I1n N, moins I2n ouais. pour n dans n. Donc là, on voit que j'obtiens bien déjà un élément de G1 croix G2 et qu'il se projette dans Q de toute façon vers 0, 0. D'accord? Mhm. Donc, on a bien un élément du Oui, produit oui, oui, fibré. oui. Oui, Mhm. on est bien entendu. Ce qui est plus intéressant, c'est de constater que delta est bien un sous-groupe normal de ce produit fibré. En fait, si tu y Ouais, réfléchis, c'est le ouais, moment central où on utilise d'une part le fait que n est abélien et d'autre part le fait que l'action de Q sur n doit être la même dans les deux. Parce que, bon, et oui, c'est oui, un oui, petit bien calcul sûr. que je ne vais pas écrire, mais si tu conjugues par G1, G2, tu te retrouves Oui, d'un côté avec l'action par conjugaison de oui, G1 là-dessus et de G2 là-dessus. Et pour que ce soit toujours le plongement antidiagonal de quelque chose, eh ben, il faut que tout simplement les actions coïncident. oui. Mais où est-ce que Et tu t'es par servi ailleurs, du fait que N était abélien? bah, il faut que l'action, non seulement l'action par conjugaison de G1 doit non seulement coïncider avec l'action par conjugaison de Oui. l'autre côté, mais en Mhm. plus, il faut qu'elle ne dépende que de la projection dans Q. D'accord, ok. Ok, ça oui, Et en fait, ça veut dire que n agit trivialement par bien conjugaison sûr. sur lui-même, ça Mhm. veut dire qu'il est abélien. Mhm. Et Mhm. donc, en fait, je viens de dire et de plus ou moins démontrer que n est normal dans G1 produit fibré G2 sur Q, si et Mhm. seulement si, déjà n abélien, et ensuite les deux actions de Q, les deux actions Sont les mêmes. Mhm. de Q sur n, donc Coïncident. du quotient Mhm. sur le noyau, sont les mêmes. Ce qui est le cas, puisque c'est ce qu'on a Et donc, écrit dans ce également. cas-là, si n est abélien et que les deux actions sont les mêmes, je peux définir, on va dire G3, comme G1 produit fibré avec G2 sur Q, quotienté par Compté ce par ce plongement delta. antidiagonal de Ben n. ouais, ouais, ouais. Et ça me donne Ça, ça y est, c'est clair. Oui, oui. un groupe que je vais noter G1 plus carré, comme ça, G2. Et c'est ce qu'on appelle en algèbre homologique la somme de Baire de Hmm. deux extensions. Eh ouais, je savais ça, je savais ça. Ouais, ouais. Et donc, on a la loi de Ouais. groupe. Bon, je ne vais pas vérifier l'associativité ni rien du tout. Très chouette. On a l'élément neutre, on a l'inverse. Il y a un truc qu'on a peut-être envie de faire. Vérifier que sommer avec l'inverse, ça fait l'élément neutre. C'est Oui. un sanity Ben check. oui, oui, oui. Bon, Ben, on sinon, on pourrait te croit pas vérifier à quand la tu main, nous hein. lis. Ouais, bien sûr. On pourrait vérifier à la main, je l'avais fait dans mes notes, que effectivement, si tu regardes le cocycle qui est associé à la somme de Baire, c'est bien la somme. Bon, mais on va se dispenser On de va ça. À la tomber place, sur le on va produit essayer de direct, démontrer. quoi. Mhm. Semi-direct. Ouais. On va essayer de démontrer Semi-direct. purement avec des groupes, c'est-à-dire en Mhm. essayant de ne surtout pas écrire de cocycle. On va essayer de Mhm. montrer que G somme de Baire moins G, Égale ce eh bien, produit c'est semi-direct, ouais. le produit semi-direct de n et de q. N par Q. Ouais. Et en fait, Waouh! on va faire ça en construisant une section. Ouais. Donc, je dépile les définitions. Donc, c'est quoi cette somme de Baire? Ben, c'est le produit fibré des deux groupes, qui en l'occurrence, en tant que groupe, sont juste G. Donc, je vais vraiment écrire G croix G sur Q. Et puis, c'est modulo le plongement antidiagonal de M. D'accord? Sauf que le plongement antidiagonal de M, qu'est-ce que c'est ici? Eh bien, vu qu'on a G d'un côté et moins G de l'autre, eh bien, en fait, ici, ça va être le plongement diagonal de M. Parce que à droite, n il est déjà plongé à l'envers, à gauche il est plongé à l'endroit, et du coup quand je prends ce plongement antidiagonal avec n et puis moins n, en fait je Oui, prends oui. n. Oui, Et oui. donc là, je regarde le modulo, le plongement diagonal de n.
Oui, Mhm. oui. Bah oui. OK? Ouais, ouais. Et donc, comment on va montrer que c'est le produit semi-direct? Il faut construire une section, basiquement, Oui. morphique, Mhm. de Q dans ce truc-là que je viens d'écrire. Et donc, si je prends un élément Q dans Q, et que je dis que c'est pi de Q tilde pour un Q tilde dans G, eh bien, je vais l'associer à la paire Q tilde, Q tilde. C'est tout con, je mets le même des deux côtés. Et D'accord. là, c'est magique, tu te dis, bah, c'est Bah complètement con oui, oui, ton truc, oui. en quoi c'est une bonne application? Parce que Q tilde, j'aurais pu prendre un autre antécédent. Mais ici, j'ai fait un truc très intéressant, c'est que j'ai pris le même antécédent à gauche et à droite. C'est surtout Ouais, ça qui ouais, est important. ouais, ouais. Parce que si j'en prends un autre, il va différer certes d'un élément de n, mais du même élément de n des deux côtés. Donc c'est bien un truc dans l'image du plongement diagonal de n. Oui, oui, oui. Et du coup, ce que je viens d'écrire déjà est bien défini. Ça ne dépend pas du choix de Q tilde Mhm, dans mhm. ce quotient par le plongement diagonal de n. Et Oui, par oui. ailleurs, bah, on peut vérifier que, basiquement pour des raisons abstraites, c'est bien un morphisme. Et donc, on a une section morphique. Oui, oui. Et donc, on a bien montré que la somme d'une extension et de son opposé, c'est l'élément neutre, le produit semi-direct. Donc, en termes de cosix, ce qu'on a dit, c'est juste z plus moins z égale 0, ce qui ne révolutionne pas le monde. Mais là, on voit qu'en termes purement de groupe, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. On n'a pas besoin d'écrire des grosses formules ou de comprendre la Donc tu le condition fais de pour Q, tu le fais. Et pour N, pourquoi tu as besoin. Pourquoi ça te suffit juste ce truc-là? Tu fais rien pour N? Bah, là, j'ai construit une section de Ou ma tu es en train de sous-extraction. dire que N croix N sur N, c'est N, quoi, ou je sais pas. Je suis en train de dire, pardon, quoi? Pourquoi. Donc tu es en train d'affirmer que ça te donne cet isomorphisme-là. Quel isomorphisme? Ah oui, non, Euh, mais j'ai construit une section morphique de ma oui, suite exacte courte. Or, une suite d'accord. exacte courte scindée, bah, c'est un produit semi-direct. Et oui. Bah oui, Bon, oui, bien ça, il sûr, faut le parce qu'au savoir par départ, ailleurs. c'était parce que ce que tu avais construit, c'était le terme du milieu, ton G plus moins G, c'est le terme du milieu d'une suite exacte avec N et Q, donc tu as juste mis une section, et effectivement, c'est bien une section morphique. Ok, ok, Et c'est tu bon. as vu C'est cette bon. magie-là qui est que vu Oui, que je oui, le oui. plonge à l'envers, et ben, le plongement antidiagonal devient diagonal. Enfin, moi, je trouve ça un peu magique. Ouais, 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 excellent. Bah oui, 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 c'est ça, c'est ça. Et donc, voilà, c'est ça que je voulais dire par cohomologie sans cohomologie. Là, on voit des trucs qui, en termes de cohomologie, sont clairs, mais on les voit comme ça, pour de vrai, sans écrire des coordonnées ou Ouais, ouais, choisir des ouais. sections ou quoi. Là, j'ai Ouais. vraiment défini quelque chose. Donc, on a obtenu la somme, l'élément neutre, etc. Et maintenant, on va faire autre chose. On va parler d'extension de morphisme et de transgression. Donc là, Mhm. dans la suite, je vais me concentrer uniquement sur le cas de l'action triviale de Q sur N et donc des extensions centrales. Donc, dans la suite, donc j'ai l'action triviale, c'est-à-dire que je regarde des extensions Oui, centrales. oui. Et, Ouais. donc c'est une sorte d'ouverture ou de conclusion. Je vais montrer comment utiliser ce groupe qu'on vient de construire, H2, pour s'intéresser au problème de l'extension des morphismes. Pas l'extension, le relèvement des morphismes. Donc, de quoi il s'agit? Imaginons que j'ai une suite exacte courte, 1n a b, donc b c'est le quotient de a par n, et que j'ai un morphisme phi de phi bar, donc j'ai un autre groupe Q, et j'ai un morphisme phi bar de Q dans B. Et j'aimerais bien relever ce morphisme en un morphisme de Q dans A. D'accord? Ça, c'est un problème Mhm. compliqué en général, hein. C'est-à-dire que pour les éléments, on sait faire. Si j'ai un élément de B, je peux le relever en un élément de A. Mais si j'ai un morphisme, si j'essaie Ah de oui, oui, relever de manière compatible toutes les images, bah, je vais à un moment ou à un oui, autre casser mon morphisme. Ça va plus être un oui, oui, morphisme oui, du oui. tout. C'est un problème Et essentiel. tout tombe par terre.
Donc, c'est un problème intéressant et c'est un problème central en mathématiques. Bah oui. Il y a un truc qui s'appelle la théorie de la déformation qui est entièrement l'étude de ce genre de situation. Mhm. D'accord? Donc, en gros, j'ai cette application qui est un morphisme de Q dans A associé à un morphisme de Q dans B en le composant par la projection de A dans B. Et je me demande, mais quelle est l'image de cette application? Et on va trouver une condition pour l'existence d'un tel relèvement. Donc, Et je vais avec de la cohomologie ou tu veux dire sans cohomologie? Bah, avec de la cohomologie, mais de la cohomologie sans cohomologie. C'est-à-dire qu'en Voilà, fait, c'est-à-dire l'obstruction à ce dis relèvement, avec tes sommes carrées, là. Ouais, ok. voilà, donc l'obstruction à ce relèvement, elle va se trouver dans H2 de Qn. Mais en fait, plutôt que de l'écrire comme un cocycle, je vais essayer de vous définir l'extension de Q par n correspondante. Donc le théorème, si on veut, qui est un peu une escroquerie telle quelle, mais on va voir ensemble ce que ça veut dire. Je vais dire, on peut associer, voilà, c'est là que se trouve la pirouette, on peut associer à phi bar, donc si j'ai phi bar de Q dans B, donc c'est un morphisme, hein, Mhm, une mhm, extension centrale mhm, de Q par n, telle que, oups, Ah telle oui, que, oui. eh bien, G, c'est le produit semi-direct de n par Q, si et seulement si, pardon, je vois pas trop qu'il est semi-direct, voilà. Hop. Si et seulement si, phi bar se relève en phi dans Q de Q vers A. Donc, ce que ça veut Voilà. dire se relève, ça veut bien dire que si je l'appelle pi, cette application, phi bar, c'est pi rond phi. D'accord? Donc ça va être un pullback, ou un push forward, truc comme ça. Ben non, C'est pas c'est ça? plutôt. Alors, je vais directement dire Oui, oui, l'interprétation. Donc, d'accord. en fait, les morphismes de Q dans A, Oui, oui, comme je l'ai dit, il y a une application qui est la composition par pi qui oui, envoie oui. donc, les morphismes de Q dans B. D'accord? Mais cette application, en général, elle n'est pas surjective. Et en fait, par contre, on sait que le noyau, ça va être effectivement les applications de Q dans N. Donc, on a un foncteur, qu'est-ce qu'on appelle exact à gauche, et il y a quelque chose qui Mhm, mesure à quel point il n'est pas exact à droite. C'est mhm. exactement la cohomologie des La groupes. cohomologie. En Mhm. l'occurrence, homme, c'est plus ou moins H1. Et donc, ce qui se passe, c'est plus ou moins que le terme suivant de cette suite, c'est exactement H2 de Qn. Et donc, en fait, ce que je vais faire, c'est de construire cette application-là. Donc, l'application qui fait le détour là, on l'appelle application de transgression. Elle associe à un morphisme de Q dans B un élément de H2 de Q dans N. Et par exactitude, ça nous dit que l'image de cette flèche d'un morphisme s'annule si et seulement si, en fait, il est dans l'image de la flèche précédente. Oui, oui. Ok. Oui, Donc, oui. ça nous dit exactement que l'obstruction à la surjectivité de cette flèche-là, c'est exactement H2. Donc, par exemple, Attends, tu peux revenir sur la suite exacte de tout à l'heure, là, que je me replonge un peu dans les données. Voilà. donc Alors, j'ai une on suite avait, exacte. voilà, A, c'est là, c'est A dans B, phi, voilà. Donc, on a ça et qui va remonter sur A. Donc, effectivement, ce phi bar et phi, ça va être ton antécédent et c'est pour ça que tu veux que ça aille vers 0. Ok, c'est bon. Donc C'est là, bon. j'ai phi qui associe phi bar. Voilà. Et Phi le but, bar, c'est de savoir à quel point, en effet, j'ai un truc dans l'image. voilà, c'est Et ça. l'exactitude dit l'image de cette flèche-là, eh bien, c'est Mhm, exactement le noyau de cette flèche-là. mhm. Donc là, quand A et B sont pas abéliens, ce que je dis est un peu douteux dans le sens où ces hommes ne sont pas des groupes. Quand A et B sont abéliens, tout va bien. Mais tu noteras que dans ce que j'ai écrit précédemment, je n'ai pas supposé A et B abéliens, ce qui fait qu'en fait, secrètement, on est en train de faire un tout petit peu de cohomologie non abélienne. Vraiment un tout petit peu. Donc, par Et- exemple, le oui, oui. corollaire de ce que je dis, c'est que si H2QN est nul, Et nul. c'est-à-dire qu'il
il n'y a pas d'extension centrale autre que le produit semi-direct. Il n'y a pas C'est le cas, d'extension par exemple, centrale. si Q et N sont finis d'ordre premier entre eux, non? On Ouais, n'a il y a pas un des tas de théorème de situations où ça arrive. Church-Wasserhaus? Mm. Moi, j'ai l'habitude de trucs comme ça aussi en théorie des nombres. Par exemple, la Mhm. théorie d'Artin-Schreier, qui est une théorie Mhm. peut Ah, peut se résumer en gros ah, en disant j'aimerais que bien que le tu nous en H2 là, parles. Ah, ça c'est ah, génial, ce une autre serait fois. bien ça. Si j'ai Ouh. une extension en caractéristique P, Ouais, ouais, le groupe de Galois, son H2 dans oui, FP est nul. C'est toujours le oui, cas, et oui, ça nous dit oui. en gros qu'on peut gratuitement relever, donc il y a tout un truc en théorie de Galois qu'on appelle les Mhm. problèmes de plongement, qui sont Mhm. exactement ces problèmes-là de relèvement de morphisme, sauf qu'on les voit en Mhm. termes d'extension de corps. À cause de la théorie de Galois, on peut remplacer tous les corps par des égaux groupes et inversement. Du coup, ces Mhm. problèmes en termes de groupe reviennent à des problèmes très concrets en termes d'extension de corps, de savoir si j'ai une extension, est-ce que je peux la plonger dans une extension plus grosse, etc. Et à cause de Mhm. ce genre de truc, en Mhm. caractéristique P, si tu regardes les P extensions, eh ben en fait, tu n'as jamais de problème. Tu peux tout faire Mhm. gratuitement parce que ces Mhm. H2 sont nuls. Ces D'accord. H2, c'est une obstruction, et quand Mhm. l'obstruction est nulle, Mhm. Et il n'y a plus d'obstruction. c'est open bar. C'est open D'accord. bar. Ouais. Il n'y a pas d'extension centrale de Q par N, sauf le produit semi-direct. Donc c'est ça que dit H2QN Oui, oui. est nul. Ouais. Et donc quand lui il est nul, eh bien cette flèche là, c'est une surjection. Oups. Oui, oui. QA donne homme de QB et surjectif. Donne 0. Et donc je vais terminer par l'explication du théorème, et je pense sa preuve, c'est pas très compliqué, je pense qu'on pourra conclure là-dessus. Donc on va construire ensemble cette application de transgression. J'aime beaucoup le mot transgression. Donc, je rappelle les données. Donc, on avait une suite exacte NAB, et puis on avait un morphisme phi bar de Q dans B. Et on se demandait, est-ce qu'il se relève en un morphisme de Q dans A? D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose qu'on peut faire, c'est de définir le groupe G. On va le définir comme le produit fibré, à nouveau, de Q et A sur B. Donc, à la fois Q et A ont des morphismes dans B, donc il y a ce morphisme Q et ce morphisme phi bar. Donc ce produit fibré, c'est quoi? C'est l'ensemble des paires QA avec Q dans Q, A dans A, tel Oui. que Un phi phi bar bar de Q. de Q est égal à pi de petit a. Ah, ouais. Mhm. Voilà, exactement. Et donc ce morphisme G, pardon, ce morphisme, ce groupe G, il a un morphisme dans Q, d'accord? C'est simplement la projection sur la première coordonnée. Bah oui, oui, oui. Et je te demande, donc c'est QA flèche Q, quel est le noyau de ceci? Eh, eh. Bah, c'est Alors, exactement les éléments de A oui, oui, qui sont, qui vont qui sont vers à la 1, donc fois. ça va être n. Alors, oui, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. C'est-à-dire que, Oui. donc, vu que On a déjà je phi bar de prends le Q égale pi de A, comme c'est dans le noyau, égale 0, ouais, donc ouais, il faut que pi de A égale phi bar de Q égale 0, égale 0. Donc, et A est le dans nombre est n. dans N. Voilà. Donc, le noyau, c'est exactement N. Tout à fait. Ça utilise à la fois l'exactitude de la suite en haut Oui, et oui. le fait qu'on a que G, c'est le produit fibré. D'accord? Mhm. Mhm. Donc là, on a bien une autre extension de Q par N. Et ben, le Mhm. théorème, si vous voulez, maintenant vous pouvez le réécrire et dire que ce G-là va être le premier du semi-direct si et seulement s'il existe un relèvement. Et donc, c'est ce qu'on va démontrer. Donc, on va commencer par... alors, je mets ça, mais je ne sais pas dans quel sens j'écris l'implication. Bon, j'ai dit si c'est un produit semi-direct, alors ça se relève. Donc, on va Oui, faire ça. alors on va faire ça. Donc, je suppose que j'ai une section Q Mhm. dans G morphisme. Mhm. Donc on a un produit C'est une, semi-direct, oui. c'est une vraie section. Donc, j'ai un produit semi-direct, j'ai une section morphique. Et bien alors, à l'aide de cette section S, je dois définir un relèvement de phi bar, donc un morphisme de Q dans A qui relève B. Et bien comment je Mhm. fais? G, il a un morphisme dans A qui est la projection sur la deuxième coordonnée. Tout Mhm. simplement, je prends La projection sur la deuxième deuxième coordonnée. coordonnée. Donc,
Donc, si je prends... oui, ok, pardon. Non, mais c'est bon, hein. Non, je vais faire ça. On compose Oui. avec... euh, Oui, oui. et donc, de cette façon-là, on obtient bien un truc de Q dans A, et puis on peut vérifier qu'il relève phi Yes. bar, Mm. et que Ouais, c'est ouais. un morphisme. Tout est morphisme là-dedans. Donc là, ce sens-là, c'est facile. Et dans l'autre sens, c'est pas beaucoup plus dur. Tu vois que j'ai pas beaucoup de place. Je suppose que j'ai phi de Q dans A qui relève phi bar. Comment je définis un morphisme de Q dans G, qui va du coup être une section, pareil, je ne vais pas faire les vérifications. Bah, en fait, définir un morphisme de Q dans G, puisque c'est un produit fibré, c'est exactement définir un morphisme de Q dans Q et un morphisme de Q dans A qui coïncident en Qui se projection avec recolle, B. ouais, ouais. Mhm. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je prends le morphisme de Q dans G qui prend un élément Q et qui lui associe Q et Q, et puis puis phi de ton Q. phi bar. Phi, pas phi Ah oui, bar. puisque Phi, c'est phi mon relève, ouais, ouais, bien relèvement sûr, dans ouais, ouais. A. Oui, oui. Donc là, j'ai bien des trucs Phi de Q. qui sont dans le produit fibré. Pourquoi ils sont dans le produit fibré? C'est assez intéressant. Ils sont dans le produit fibré parce que phi relève phi bar. C'est-à-dire Bah que oui, je vérifie ça. c'est ça. Je dois vérifier que l'application de Q dans B, qui est phi bar, coïncide avec Oui, parce que pi rond phi, c'est égal à phi bar. Et donc, on a bien obtenu le théorème, Oui. qui du coup a l'air Ouais, d'une grosse ouais, tautologie quand on le voit comme ça. Là, ouais, ouais. on a l'impression qu'on fait Cool. rien, hein. Mais en Ah, fait, génial. ce truc-là, c'est cette suite exacte-là qui, quand on la voit avec des cocycles, a l'air magique et mystérieuse. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que H2 s'annule? Ça nous dit qu'on peut relever les revêtements gratos. Ben, quand on l'écrit comme ça, on a l'impression que, bah oui, si j'ai une section, j'ai une section. Voilà. Basiquement, je pense que c'est la fin de Eh cette... ben ouais, ok. Nickel. Ben, merci. Je peux te poser une petite question? Ouais, Comme vas-y. ça, à brûle pour point. Tout à l'heure, on parlait d'extension centrale de Z sur 2Z par, de Z sur 2Z croix Z sur 2Z, ça c'est Q, et Mhm. Z sur 2Z, ça c'est N. Donc Mhm. je t'ai parlé de, voilà, donc je t'ai parlé de H8 qui va donner une extension comme ceci, parce que F2 Ça te c'est dit quelque chose? identité moins identité, et Mhm. quand on quotiente, on a Z sur 2Z croix Z sur 2Z. Et c'est bien Ouais, central, ouais, ouais. Bah, parce que comme je F2 est dans disais, le centre. il y a aussi des D'accord? 4, hein. Alors après, tu m'as dit il y a des 4. Alors on a des Z sur 2Z, d'accord, qui s'injectent dans des 4 par, on prend juste l'identité et la rotation d'angle pi. Mhm. Et là, Ouais, ou effectivement, D4, si tu veux, on peut l'écrire comme ça. C'est le groupe des matrices 3-3 à coefficient dans F2, voilà. Donc, avec des 1 sur la diagonale et triangulaire supérieur. alors, comme ces deux extensions centrales, il doit y avoir une somme des deux. Ouais. Ce que je voudrais savoir, c'est, alors c'est quoi D4 plus H8? Ah, waouh. Là c'est Non, le moment où le moment où j'ai les genoux qui tremblent. ah ouais. Bah, je sais pas. Bah, enfin, Ouais, ouais, techniquement, ouais. c'est pas très dur de D'accord, ok, répondre. donc C'est juste, c'est pour la prochaine fois, hein. Donc, un petit exercice bah, voilà, c'est exercice pour les viewers. pour les viewers. Ok? L'exercice est laissé aux viewers. Ok. Mais oui, c'est deux extensions centrales de F2 carré par F2. Elles Ouais, admettent tout ça. Et puis même, en fait, ces H2 sont finis. Donc si tu fais la somme de D4 par D4 par D4, tu sais que quoi que tu fasses, voilà, c'est tu ça. finiras par Voilà, retomber c'est sur ça. le produit semi-direct en un nombre fini d'étapes, par exemple. Chose qui n'est pas claire a priori Alors, quand on semi-direct écrit qui est direct, en fait, parce que c'est des extensions oui, pardon, centrales. produit direct. Hmm. Ok. C'est assez drôle aussi. C'est un exemple où là, tu as deux groupes d'exposants 2, quoi. Oui. Et puis, quand tu prends. Enfin, Ah bah c'est oui. le même truc avec la retenue. Tu arrives à augmenter l'exposant, en fait. Ah bah oui, oui, Grâce à oui. cette Non, mais retenue. ça, c'est là où on est content de plus être dans les espaces vectoriels où on marinait dans, ouais, dans Bah, les mêmes voilà. structures, des structures très, très similaires. Là, on crée vraiment des groupes d'un type nouveau. Ouais. Autre truc que j'ai pas dit, que j'aurais pu dire, si on veut regarder juste les extensions qui sont abéliennes, on peut refaire tout. Et dans ce cas, bon, déjà, l'action est toujours triviale.
Mais aussi, du coup, on demande aux cocycles, en plus de vérifier la condition de cocycle, d'être eux-mêmes commutatifs. Mhm. Et on obtient comme ça un autre groupe, un sous-groupe du LE, D'accord. qui classifie les extensions abéliennes. Et puis Ah oui, oui, bah oui. Ah oui, on doit avoir des... D'accord, des extensions abéliennes. Ok. Très bien. Écoute, c'était super clair, précisant. Come back in style.